À Gaza, la famine tue. Fin mai, le blocus humanitaire total ordonné par le gouvernement de Benyamin Netanyahou a pris fin. De l'aide alimentaire a pu de nouveau entrer dans la bande de Gaza. Le problème, c'est que le système de distribution de cette aide mis en place par Israël a viré au massacre. En l'espace de 2 mois, au moins 1 millier de Palestiniens ont péri alors qu'ils tentaient de récupérer le peu de nourriture disponible dans les points d'aide alimentaire. Ils sont morts soit du fait de bousculades, soit directement à cause de tirs israéliens. Et dans le même temps, le désastre humanitaire continue. Selon les données publiées par les Nations Unies, l'ensemble de la population gazaoui est confrontée à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. De leur côté, les ONG dénoncent une famine de masse à Gaza, au point que les humanitaires eux-mêmes peinent à se nourrir. À Gaza, la famine tue. Et pour Israël, il semble que la famine est une arme de guerre. Pour vous faire comprendre cette situation, aujourd'hui, on reçoit 2 invités. Alexandra Schwarzbrod, tu es directrice adjointe de Libération. Salut Alex. Salut. Et à tes côtés, Samuel Ravier-Regna, tu es journaliste au service Planète de Libération. Salut Samuel. Salut Corentin. Et tu as notamment écrit ce papier avec Mila Thiebaud, Gaza, une famine qui n'épargne personne. Ma première question à vous deux, Alexandra et Samuel. Concrètement, à quel point est-ce que Gaza est menacée par la famine ? Il y a ce que tu as dit, qui est que l'ONU considère que toute la population de Gaza est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dit que la bande de Gaza est la zone la plus affamée au monde, parce que toute la population est menacée par la famine. Et depuis plusieurs semaines, les ONG et l'ONU alertent sur le fait que le nombre de morts de famine augmente. Aujourd'hui, on considère qu'il y a au moins 100 personnes qui sont mortes de famine dans la bande de Gaza. Beaucoup d'enfants qui sont très vulnérables. En début de semaine, le directeur de l'hôpital Al-Shifa, qui est le plus grand hôpital de la bande de Gaza, disait que 21 enfants sont morts en 3 jours en début de semaine. Donc on a des niveaux de mortalité qui augmentent massivement, qui sont liés à la famine. Et c'est lié à ce que tu as dit, à savoir la réduction de l'aide humanitaire qui entre de manière extrêmement limitée dans la bande de Gaza. On considère aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, qu'il y a environ 30 camions d'aide humanitaire qui entrent par jour, là où c'était 500 avant le début de la guerre, alors que les besoins sont immenses. Oui, on imagine, il y a 2 millions de personnes à Gaza, donc 30 camions d'aide alimentaire qui sont pas toujours bien distribués, en tout cas distribués de façon erratique. On imagine, c'est rien. Donc sur place, les habitants n'ont souvent qu'une soupe claire pour nourrir une famille entière. Et donc, on a les chiffres donnés par les ONG, par l'ONU, mais on a aussi recueilli des témoignages sur place. Parce que, évidemment, on essaye de tout vérifier. On imagine bien, et ça, je pense que ça fait partie des questions que tout le monde se pose, sur quoi on se base, puisqu'on n'a pas de journalistes sur place, puisqu'il faut rappeler qu'Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans Gaza. Donc évidemment, beaucoup de gens se disent, mais finalement, comment on est sûr de tout ça, puisqu'on n'est pas sur place? Mais il faut rappeler qu'on travaille tous les médias, enfin la plupart des médias sérieux travaillent avec des correspondants palestiniens sur place à Gaza depuis des années, depuis toujours. Et donc on les connaît. On est sûr de leurs témoignages. Et certains aussi sont indiqués par Médecins du Monde, par MSF, voilà, des gens sérieux. Donc voilà, tout ça, c'est pas, on ne se fie pas seulement sur des communiqués de presse. On se fie aussi sur on se base sur des gens de confiance, sur des gens qu'on connaît et dont on sait que quand ils disent qu'ils vont mourir, c'est vrai, c'est qu'ils risquent vraiment de mourir. Comprendre ce qui se passe concrètement à l'intérieur de la bande de Gaza. Toi, Samuel, tu as recueilli des témoignages de quelqu'un qui est dans la bande de Gaza, un Palestinien qui est dans la bande de Gaza, d'humanitaires, de responsables humanitaires, etc. Qu'est-ce que ces gens te racontent ? Ce qu'on publie aujourd'hui, ce qu'on a publié plusieurs fois aussi auparavant, ce sont des témoignages de gens qui racontent qu'ils ne peuvent manger une fois par jour, voire une fois tous les 3 jours. Ce que nous dit dans le journal de ce matin Mahmoud Islem, qui travaille pour Médecins du Monde, c'est que ces équipes à Gaza mangent parfois une fois tous les 3 jours et qu'elles peinent à se trouver à manger parce que tout est très cher, parce que les livraisons d'aide humanitaire sont très rares et parce que ce qui existe au marché noir est très cher
et qu'il n'y a pas de liquidité à Gaza il n'y a pas d'argent pour acheter la nourriture, et que par ailleurs, il y a une question de raréfaction de ce qu'on peut manger. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Les gens mangent des pâtes ou du riz, et très rarement. Donc, ils développent des maladies, des manques importants. Voilà, et donc ça provoque des risques de famine très importants. Et il n'y a pas seulement la faim. Il y a aussi la soif. Moi, je connais bien Gaza puisque j'ai été correspondante de Libé à Jérusalem entre 2000 et 2003. Je suis souvent allée à Gaza quand j'étais là-bas et j'y suis souvent allée en juillet-août. Il faut bien voir que l'épisode caniculaire qu'on a vécu il y a pas si longtemps, c'est quasiment la norme en juillet-août là-bas à Gaza. Il fait une chaleur démente. Donc les gens ont soif, les gens sont vite déshydratés. Or, avec les bombardements israéliens, toutes les canalisations ont été bombardées. Donc, on imagine l'état de l'eau, en plus avec les cadavres qui se décomposent, parce que tous n'ont pas été récupérés. Il y en a sans doute sous les ruines. On imagine la qualité de l'eau. Même l'eau de mer est polluée, puisque les égouts, maintenant, se déversent directement dans la mer. Donc, il y a un problème de famine, il y a un problème de soif aussi. Et ça, on imagine pour des enfants, des nourrissons qui ont besoin d'être hydratés en continu, ça explique aussi beaucoup qu'ils meurent très facilement. En sachant aussi qu'Israël bloque le carburant qui entre dans la bande de Gaza, ce qui perturbe le fonctionnement des installations hydrauliques, et que donc les gens doivent parfois boire de l'eau salée. C'est ce que raconte une dame qui parle dans le journal de ce matin, c'est qu'elle boit que de l'eau salée. À nouveau, on imagine les conditions pour sa santé. Et aussi, pour dire un autre exemple sur le prix des choses, il y a un témoignage dans le journal de ce matin de quelqu'un qui raconte qu'avant la guerre, la farine coûtait environ un demi-euro avant la guerre, et que maintenant on est entre 20 et 50 euros. Donc on est dans des difficultés terribles à trouver de quoi se nourrir et de quoi boire. Je vais faire une toute petite aparté pour répondre déjà à une question qu'on a dans le chat de Paloma Bibi Gaël, qui se demande comment concrètement on peut aider en tant que citoyen français. Est-ce qu'on peut répondre à cette question d'une manière ou d'une autre ? Le problème, c'est qu'en ce moment, le monde entier est impuissant. C'est ça qui rend cette tragédie encore plus horrible. C'est qu'on la voit sous nos yeux, on assiste à cette tragédie, on voit ces gens mourir de faim, et personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire parce que les deux hommes qui tiennent, qui ont les clés de ce dossier, ce sont Donald Trump, le président des États-Unis, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. C'est eux deux qui décident. L'Europe a essayé, les Européens ont essayé de faire pression pour pouvoir faire entrer de l'aide alimentaire, humanitaire, mais en vain. D'abord parce que l'Europe est divisée sur le sujet. Les États arabes, on les entend pas beaucoup. Ils essayent peut-être en coulisses, mais on ne les entend pas. Donc voilà, les seuls qui peuvent faire bouger les choses, ce sont Trump et Netanyahou. Et Trump et Netanyahou, enfin surtout Netanyahou, parce que je pense que Trump, lui, tout ce à quoi il pense, c'est le business. Et la famine, la mort, c'est pas bon pour le business. Donc je pense il va essayer de négocier un cessez-le-feu. Mais pour revenir à cette question, malheureusement, enfin moi je pense, ou heureusement, je pense qu'une mobilisation, s'il y avait une mobilisation de toutes les populations, toutes les sociétés civiles à travers le monde, des gens qui descendent dans la rue pour dire stop, maintenant il faut agir, ça pourrait peser sur les dirigeants pour qu'ils comprennent que s'ils veulent être réélus ou s'ils veulent garder leur poste, il faut qu'ils bougent. Ouais. Pour faire comprendre ce qui se passe concrètement dans la bande de Gaza, il y a plusieurs éléments et on a notamment ce récit, le journal d'une Gazaoui qu'on publie dans Libération. C'est le journal de Nour Z Jarada, psychologue de Médecins du Monde et qui vit à Gaza donc depuis toujours. Samuel, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est une dame qui a publié plusieurs, qui nous envoie régulièrement des récits de la vie quotidienne à Gaza, qu'on publie régulièrement, et elle en a envoyé un nouveau hier, qui est publié donc dans le journal de ce matin, qui est un récit très fort dans lequel elle raconte, disons, le fait qu'elle est à la fois une mère qui cherche à protéger ses enfants de la famine, qu'elle est à la fois une dame qui cherche à survivre, une psychologue qui est confrontée aux douleurs des gens avec qui elle travaille. Elle parle de la famine en racontant, par exemple, elle raconte un exemple qui est très fort d'un enfant qui parle à sa mère, qui lui dit « j'ai faim ». Et l'enfant voit dans les yeux de sa mère la tristesse et il dit « non, pardon », en fait. Il s'excuse d'avoir dit qu'il avait faim
pour ne pas attrister sa mère. Et la manière dont Nour le raconte, je pense que c'est quelque chose de très touchant, parce que la situation est dramatique. Et elle parle aussi de comment ils survivent malgré l'horreur de cette guerre qui dure depuis bientôt 2 ans. Et on pense aussi aux infirmiers, aux médecins qui n'ont plus de quoi soigner parce qu'on parle beaucoup des morts, on parle moins des blessés. Tous ceux qui ont été blessés par les frappes, et il n'y a pas de quoi soulager leur douleur, il n'y a pas de quoi parfois les opérer. C'est un véritable enfer, Gaza, en ce moment. Je voudrais faire un point sur quelque chose que tu as un petit peu évoqué, Alexandra, juste avant, et rappeler que le 21 juillet, l'AFP a lancé un cri d'alarme. Ils ont alerté sur les conditions de vie de leurs collaborateurs dans la bande de Gaza, les journalistes, les photographes avec qui ils travaillent, qui sont tous menacés par la famine, par les tirs ou par les maladies. Ce sont des journalistes avec qui ils travaillent. Nous, on travaille avec des journalistes dans la bande de Gaza. Ils sont menacés par cette famine, les tirs et la maladie. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où tous les journalistes dans la bande de Gaza vont mourir? Et c'est rarissime, il faut le souligner, c'est rarissime ce genre de cri d'alarme de l'AFP. Tout le monde a été pétrifié en voyant ça, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment urgence. Il faut rappeler que près de 200 journalistes palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre à Gaza, et on voit bien qu'il y a quelque part la volonté de se débarrasser de la part d'Israël, de se débarrasser de tous ceux qui peuvent témoigner de l'horreur. Et les journalistes sont les premiers à vouloir témoigner de l'horreur. Et donc, le jour où il y aura plus de journalistes, ce sera terrible. Je pense que je peux même pas imaginer ce moment. Je pense que là, en ce moment, on voit bien qu'il y a une émotion énorme qui est en train qu'on voit monter dans la population. Israël peut-être est en train de gagner une forme de guerre à Gaza. Mais Israël est en train de perdre la bataille médiatique, parce que le monde est en train de réaliser ce qui est en train de se passer à Gaza. Et donc, il faut espérer que justement tout le monde va se réveiller, les dirigeants vont se réveiller, les Européens vont se réveiller, et les Européens vont essayer de trouver une façon de faire pression sur Israël, d'appliquer des sanctions, pour qu'Israël, à un moment, n'ait plus d'autre choix que d'alléger cette pression que le pays met sur Gaza. Le problème, c'est que, alors ce sera formidable pour les vies que ça va sauver, mais ça ne résoudra pas le problème de fond, qui est que faire de ces Palestiniens, que faire des Palestiniens, comment les sauver, parce qu'il y a un véritable objectif de les faire partir de Gaza. Je voudrais juste prendre une petite question dans le chat qui nous concerne, parce que c'est Jean-Maxence Granier qui pose une question sur la une et la photo qu'on a mis en une, qui a été beaucoup remise en question. Je profite que tu es là, Alexandra, pour en parler. L'authenticité de la photo que vous avez mise en une et remise en cause sur les réseaux sociaux. Comment démontrer que ces photos sont bien authentiques, qu'elles traduisent tragiquement la réalité de cette famine? Elle n'est pas remise en cause massivement sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a lancé cette fake news, disant que c'était un fake, et nous, on est totalement à l'aise dans nos baskets. C'est une photo qui nous vient de l'AFP, et d'un photographe de l'AFP, et justement un de ces photographes de l'AFP qui en ce moment, qui d'ailleurs on a mis sa photo en page 2 du journal, et un de ces photographes de l'AFP qui est actuellement palestinien, qui actuellement est en danger, il s'appelle Omar Al-Kata, et la photo a été prise le 23 juillet. Elle montre donc cet enfant dont on sait le prénom. Elle est parfaitement documentée. On a tous les éléments qui prouvent l'authenticité de cette photo. Cet enfant s'appelle Yazan. Il a 2 ans, et évidemment on voit qu'il souffre de malnutrition. Il y a toute une série de photos de lui qui ont
été prises. Il vit dans le camp de Chati, un camp de réfugiés qui se trouve à Gaza. Et il y a d'autres photos qui le montrent dans les bras de sa mère, qui s'appelle Naïma, qui a 30 ans, et qu'on voit elle aussi très émaciée. Et voilà, elles ont été totalement attestées, prouvées par l'AFP, et notre service photo est catégorique. Il n'y a aucune entourloupe sur cette photo. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui est menée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y rejoindre. Pensez aussi à vous abonner sur le site de Libération parce que c'est là que le combat continue. Je vous souhaite un bon visionnage. Je l'expliquais un petit peu plus tôt. Pendant 2 mois jusqu'à fin mai, Israël a bloqué l'aide humanitaire. Mais aujourd'hui, cette aide humanitaire peut de nouveau entrer dans Gaza. Samuel, concrètement, ça se passe comment, l'aide alimentaire dans Gaza? En gros, à la fin du mois de mai, Israël a décidé de confier la quasi-totalité de la distribution de l'aide à une société privée qui s'appelle la GHF, pour Fondation humanitaire de Gaza, et qui est une société qui est soutenue par les États-Unis, qui est contestée par les ONG et par l'ONU, qui a décidé de concentrer l'aide alimentaire sur 4 sites militarisés, là où auparavant l'ONU gérait plusieurs centaines de sites. Le résultat, c'est que les gens se retrouvent en masse sur les différents endroits, qui marchent parfois plusieurs heures pour s'y rendre, ce qui les met en danger des bombardements, des frappes israéliennes. Donc on a ces 4 sites-là aux horaires d'ouverture extrêmement flous, où les gens se retrouvent massivement, et où, comme tu as dit au début, les massacres sont quotidiens. Quasiment tous les jours depuis fin mai, il y a des bombardements sur les sites alimentaires. On considère qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont été tuées en cherchant de l'aide depuis la fin du mois de mai. Et la GHF est extrêmement critiquée pour ça par les ONG, en disant d'abord qu'en réduisant le nombre de sites, elle a facilité, elle a provoqué ces massacres, et aussi qu'elle sert les intérêts militaires d'Israël, parce que la plupart de ces sites sont situés au sud de la bande de Gaza, ce qui correspond au projet israélien de repousser les Palestiniens vers le sud pour les circonscrire dans un territoire extrêmement réduit. Et les gens sont morts donc sur ces sites-là, soit de bousculade, mais le plus souvent parce qu'ils se sont fait tirer dessus ou bombarder. Et il y a eu à cet égard un article très intéressant dans Haaretz au mois de juin, dans lequel donc Haaretz, qui est un grand quotidien israélien, interroge des soldats israéliens qui parlent de manière anonyme et qui racontent comment leur commandement leur demande de tirer sur les civils palestiniens qui cherchent à manger, y compris lorsque cela sans danger, y compris lorsqu'il n'y a pas de danger apparent. Voilà, donc on a un massacre assez important des personnes qui vont chercher l'aide depuis la fin du mois de mai. Et il y a aussi des mercenaires qui s'occupent, qui encadrent ces livraisons de nourriture. Et c'est aussi pour ça que les ONG, l'ONU a décidé de ne pas participer à ce simulacre d'aide humanitaire, parce que c'est pas de l'humanitaire, c'est une opération soigneusement préparée, conçue, comme vient de le dire Samuel, pour regrouper les Palestiniens dans un endroit très précis pour servir leur projet et encadré par des hommes qui n'en ont rien à faire qui sont là pour tirer si besoin. Alors il y a aussi, il faut dire quand même aussi qu'il y a des soldats, sans doute israéliens, qui tirent aussi parce qu'ils ont peur. Parce que évidemment, les gens sont nombreux, ils ont faim, donc ils sont prêts à tout pour essayer d'avoir une poignée de riz ou de farine. Et si vous avez des jeunes soldats qui sont envoyés là et qui savent pas ce qu'ils viennent faire là, c'est aussi possible. Si vous voulez, il y a plusieurs choses. Il y a soit ceux qui ont peur, il y a ceux qui ont été totalement déshumanisés par cette guerre parce que qui est une guerre totalement folle.
si on peut appeler ça une guerre d'ailleurs, parce que c'est très unilatéral, et il y a ceux à qui on a donné l'ordre de tirer. En effet, pourquoi aussi? Il faut quand même expliquer aussi le background de cette pourquoi les Israéliens ont fait ça aussi. C'est parce que ils accusaient le Hamas de profiter de la distribution d'aide alimentaire pour en récupérer une partie, ce qui est aussi vrai. Le Hamas, c'est pas blanc-bleu dans cette histoire. Et donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Israël n'avait plus confiance dans la distribution d'aide alimentaire des ONG et de l'ONU et a voulu passer par son propre dispositif pour court-circuiter le Hamas. Juste pour dire que le résultat de ça, c'est que les Palestiniens sont confrontés à un choix impossible entre partir chercher à manger dans des endroits où ils risquent de se faire tuer et se nourrir. Ils n'ont pas le choix, s'ils veulent se nourrir, de partir dans des endroits dangereux, ce qui les amène à des choix impossibles tous les jours et extrêmement dangereux pour eux et pour leur famille. Je vais prendre un commentaire dans le chat, Patrick Stammer, qui dit que ce sont des pièges mortels, ces distributions. Et on a une autre... Il a raison. Il a raison. On a une autre remarque, Paloma Biguel, qui explique, si j'ai bien compris, mis à part cette fausse aide humanitaire faite par Israël, qui met plus en danger qu'aider, aucune association d'aide humanitaire ne peut actuellement aider sur le territoire. Si nous voulons faire des dons, par exemple, vers qui se tourner? Il y a des camions qui entrent, des camions du PAM, donc de l'ONU, mais qui entrent de manière très réduite, il y en a très peu. Et c'est vrai que la question est bonne parce que il y a un problème au sens où le problème, c'est pas tant la quantité d'aide, parce que les ONG disent qu'elles ont des milliers de camions à disposition qui peuvent entrer du jour au lendemain, mais qu'on ne les autorise pas à les faire entrer. C'est ça qui est terrible. La question est là, elle est dans le blocage de l'aide. Au vu de tout ce qu'on explique et de tout ce qu'on raconte, vous pensez qu'Israël manipule l'aide alimentaire pour en faire une arme de guerre? Ah bah en tout cas c'est une façon de faire pression sur Gaza, bien sûr de faire pression sur le Hamas, même si le Hamas a été considérablement comment dirais-je affaibli, et ça c'est tant mieux, parce que c'est vrai que c'était une vraie menace pour Israël. Et d'ailleurs les civils palestiniens, beaucoup de civils palestiniens en veulent beaucoup au Hamas aussi. Il faut quand même le répéter. Si vous voulez, les civils palestiniens, ils se retrouvent pris en tenaille entre deux forces extrémistes folles furieuses qui n'en ont rien à faire des civils et qui utilisent les civils pour leurs propres desseins militaires ou politiques. Et c'est ça qui est terrible. Et si vous voulez, ces enfants meurent parce que des hommes veulent le pouvoir ou ont des desseins de destruction. Donc oui, il y a une forme de manipulation d'Israël avec la faim est une arme de guerre, bien sûr, qu'utilise Israël. Dans l'enclave, la nourriture disponible, il y a que ce qui est disponible avec l'aide alimentaire. T'en parlais un tout petit peu au début, Samuel, mais comment peuvent se nourrir les Gazaouis outre cette aide alimentaire? Et ce qu'on a dit, il y a le fait que c'est extrêmement cher, que la nourriture est très rare en termes de nombre d'items disponibles, que c'est très peu de choses différentes. L'agriculture a été détruite aussi. Donc il y a les rares commerces sont détruits, et donc c'est très compliqué de trouver à manger en dehors de l'aide alimentaire. Oui, beaucoup essayent de faire des espèces de soupes avec de l'herbe qu'ils trouvent, avec n'importe quoi qu'ils trouvent, pour essayer de donner un semblant de nourriture à leurs enfants. Donc et ce serait très intéressant ce que tu as dit sur les terres agricoles. Il y a plus dire Israël a bombardé, enfin a comment dirais-je détruit le présent, mais aussi une partie de l'avenir des Palestiniens de Gaza, parce que il y a plus les terres sont plus il faudra des années avant que ces terres soient à nouveau cultivables. Si elles restent à l'état de terres agricoles, on ne sait pas ce que veulent faire les Américains et les Israéliens de Gaza pour l'instant. Donc il y a c'est l'avenir. La reconstruction, elle est inimaginable. Ah bah si, il y aura une reconstruction.
Forcément, ça dans toutes les guerres, on le voit bien. Hein, il y a d'abord destruction, et puis ensuite reconstruction, et puis destruction à nouveau. Et il faut dire que à Gaza, c'est presque malheureusement la norme depuis le début du siècle. C'est-à-dire que tous les 4-5 ans, il y a eu des grosses crises avec gros bombardements. Alors, envoi en effet de roquettes sur Israël par le Hamas et bombardement d'Israël de la bande de Gaza. Et du coup, tout ça revient tous les 4-5 ans. Une espèce de cercle infernal. Donc, depuis 25 ans, on bombarde Gaza, on reconstruit, on rebombarde, on reconstruit. C'est de la folie. Et ça, ce sont ces deux forces extrêmes, hein, le Hamas d'un côté, les plus extrémistes des Israéliens qui, si vous voulez, utilisent cette haine-là pour maintenir une pression permanente, faire peur à la population, aux civils palestiniens et aussi israéliens, et essayer de les maintenir sous leur emprise. Vous l'avez sûrement vu, cette famine dans l'enclave de Gaza fait réagir à l'international au point que ça fait aussi réagir la population israélienne. Alexandra, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans les rues de Tel Aviv ? La population israélienne commence quand même à comprendre qu'à Gaza, il se passe, ce qui se passe est terrible. Mais il y a eu ces jours-ci des milliers d'Israéliens qui ont manifesté dans les rues de Tel Aviv, notamment en brandissant des pancartes montrant des enfants faméliques, comme la une de Libération ce 24 juillet. Mais c'est pas assez, malheureusement. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Il y a une majorité d'Israéliens qui est favorable, qui est pour continuer à bombarder et affamer Gaza jusqu'à ce que les otages reviennent. Ce qui est une demande parfaitement légitime, de récupérer les otages israéliens. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les dirigeants israéliens actuels aujourd'hui, leur priorité, ce n'est pas de récupérer les otages. On imagine d'ailleurs l'état dans lequel sont les otages, vu l'état dans lequel sont les Palestiniens. Ça m'étonnerait qu'ils aient grand-chose à manger, eux aussi. Donc, c'est vrai qu'on sent une émotion qui monte en Israël, mais ce n'est pas encore les manifestants ne sont pas encore assez nombreux pour faire pression sur Netanyahou et ses ministres extrémistes. Le problème, c'est qu'il y a une majorité d'Israéliens, enfin il y a une grande partie de la population israélienne aujourd'hui qui est très religieuse et qui rêve de réinvestir Gaza pour y réimplanter des colonies, pour récupérer la bande de Gaza. Et malheureusement, les sondages montrent qu'ils sont assez nombreux. Donc c'est bien que des gens manifestent en Israël leur colère et demandent à Netanyahou d'arrêter d'affamer la bande de Gaza, mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Là où j'ai été étonné, c'est qu'il y a même, tu le disais tout à l'heure, des militaires israéliens qui protestent contre les ordres de tirer contre les civils. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail ce point-là ? Après, ce que je dirais sur le protest, c'est que ce sont des témoignages anonymes dans Haaretz. Donc, ce sont des témoignages qui sont solides. Donc, du coup, juste pour refaire un petit point de contexte, c'est un article publié par le quotidien Haaretz le 27 juin où des militaires israéliens racontent avoir reçu l'ordre de tirer sur les foules de Gazaouis rassemblées pour recevoir de l'aide alimentaire alors même qu'ils ne représentaient aucun danger. C'est bien ça ? Ouais, donc l'article est très fort. Très très intéressant, mais c'est pas quelque chose de protestation publique dans lequel les militaires israéliens diraient publiquement qu'ils sont opposés aux ordres qu'on leur donne. Mais voilà, ce sont des militaires qui racontent la manière dont se passent les opérations de distribution d'aide, qui se trouvent le plus souvent à proximité de sites militaires israéliens et qui racontent les ordres qu'on leur donne, qui sont des ordres de tirer. C'est vraiment littéralement des ordres de tirer sur des civils qui ne font rien. C'est ce que disent les militaires dans Haaretz. Et il n'y a pas que les militaires, il y a pas que les réservistes qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Il y a aussi beaucoup d'anciens politiques, ambassadeurs. Moi, je pense notamment à l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, qui est aussi un historien, un universitaire extrêmement sérieux, et qui dit maintenant publiquement, moi je l'ai entendu sur les plateaux télé auxquels j'ai participé à ses côtés, qui dit qu'il a honte.
Il a honte de son pays, il a honte de ce que fait le gouvernement israélien, qui a des fous furieux, des ministres complètement fous dans ce gouvernement. Voilà, des paroles très fortes. Très très forte, qui il y a quelques années aurait eu beaucoup d'écho. Le problème, c'est que ça glisse sur Benjamin Netanyahou, parce que pour l'instant, il fait ce qu'il veut. Il envoie bouler les Français, les Anglais. Ça n'a aucune prise sur lui. Et ben justement, à ce titre, moi je voudrais vous partager une question qu'on a eue dans le chat qui remonte un peu. C'est Valeurs anarchistes qui se demandent s'il y a un moyen, avec le droit international, de faire pression sur la France pour non-assistance au peuple palestinien, ce qui répond à cette question de qu'est-ce qu'on peut faire face à ce massacre. Malheureusement, pour l'instant, le droit international peine à être appliqué. Enfin, de toute façon, ça fait longtemps qu'Israël s'assoit sur le droit international, puisqu'on voit bien qu'il y a des résolutions de l'ONU sur la colonisation qu'Israël n'a jamais appliquées. On voit bien que Benjamin Netanyahou, qui est poursuivi, qui a un arrêt, une condamnation, j'arrive plus à retrouver le terme exact de sa condamnation, mais il a survolé le territoire français en toute impunité pour aller retrouver, pour aller aux États-Unis rencontrer son ami Donald Trump. Enfin bref, il se déplace alors que normalement il devrait être arrêté dès qu'il sort d'Israël, mais ça il est allé en Hongrie voir son ami Viktor Orban, Hongrie qui fait partie de l'Union européenne, et il ne lui est rien arrivé. Donc le droit international peine à être appliqué. Mais du coup, qu'est-ce qui peut mettre fin à ce désastre humanitaire? On veut un cessez-le-feu? Mais c'est ça cessez-le-feu, il faut tout faire pour qu'il y ait un cessez-le-feu et pour obtenir que des camions d'aide alimentaire entrent dans Gaza, bien évidemment. Et ça, je pense qu'il y a des diplomates, des politiques qui essayent d'obtenir ça. Je pense que même Donald Trump, devant les images de ce qui se passe à Gaza, Donald Trump, qui rêve d'être considéré comme un homme de paix, il va faire pression sur Netanyahou pour ça. Il est possible aussi que il y a un élément qui est intéressant, un élément politique israélien qui est intéressant, qui est que la Knesset, l'équivalent de l'Assemblée nationale en Israël, va s'arrêter pour les vacances là à la fin du mois jusqu'en octobre. Donc et pour Netanyahou, c'est important parce que quand la Knesset s'arrêtera, ça veut dire que là, on peut pas le faire tomber. On peut pas demander sa démission pendant 2 mois. Donc là, peut-être qu'il acceptera un cessez-le-feu parce que il sait que les extrémistes fous furieux de son gouvernement ne pourront plus le faire tomber. Voilà, mais on en est c'est ça qui est terrible, alors que l'urgence est criante, alors que des gens sont en train de mourir de faim, on en est à faire des calculs politiques, de politique à la petite semaine, et alors que c'est gravissime et qu'il faudrait que tous les dirigeants du monde se réunissent, et notamment, voilà, les Européens, les pays arabes, on les entend pas en ce moment, alors que voilà, ils devraient venir à l'aide des Palestiniens, mais personne ne bouge parce que tout le monde est tétanisé et parce que le président de la première puissance mondiale, pour l'instant, laisse faire son ami Netanyahou. Et quand bien même il y aurait un cessez-le-feu, c'est pas un cessez-le-feu qui va amener plus de nourriture, c'est pas un cessez-le-feu qui va résorber la famine. Ça dépend quelles sont les conditions de ce cessez-le-feu. Si le cessez-le-feu s'accompagne de l'entrée de, je dis n'importe quoi, 500 camions d'aide alimentaire, ça fera un répit, mais un répit, c'est pas ça qui les Palestiniens ont besoin d'une aide à minima sur le moyen terme. Il faut remettre les hôpitaux en marche, il faut rendre l'eau potable à nouveau, les besoins sont gigantesques. Donc 500 camions d'aide alimentaire, ça aidera sans doute des enfants, des adolescents, des femmes à ne pas mourir de faim,
mais ça n'aidera pas ceux qui sont atteints d'un cancer, ceux qui sont blessés, qui sont amputés. Vous imaginez des enfants qui doivent être amputés, il y a pas de morphine, il y a rien. Enfin, voilà, il y a de tels besoins gigantesques. Un cessez-le-feu avec de l'aide alimentaire et humanitaire, ce sera bien, évidemment, mais ça sera pas suffisant. Il y a un monde où une réaction civile hyper forte de la communauté internationale, de civils israéliens, de civils en France, en Europe, etc., puisse faire bouger les choses, ou c'est entre les mains des politiques? C'est entre les mains des politiques, c'est eux qui peuvent débloquer, mais la pression de la rue peut les faire bouger. Et je pense qu'en ce moment, la pression de la rue, que ce soit en Europe ou dans les pays arabes, on a vu qu'à un moment, ça bougeait. La population était en solidarité avec les Palestiniens. Si les rues sont noires de monde, de gens disant stop, on arrête d'affamer et de faire mourir les Palestiniens de Gaza, ça peut faire pression sur les dirigeants qui, eux, ont les moyens de débloquer. Donc, moi, je crois beaucoup à cette mobilisation. Enfin, je pense que c'est une des dernières façons de faire pression sur les politiques pour qu'ils bougent. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que la personne dont on pense qu'elle est la plus à même de faire pression sur Israël, qui est Trump, qui cherche depuis plusieurs semaines à faire en sorte que la guerre s'arrête parce qu'il a promis d'y parvenir, qui envoie ses émissaires pour négocier. Malgré ça, depuis janvier qu'il est président des États-Unis, la guerre s'est poursuivie. Il y a eu le cessez-le-feu, mais depuis, ça se poursuit. Et donc, on a l'impression que même Trump, qui a envie que la guerre s'arrête, même si il laisse faire finalement les bombardements qui ont lieu, pour l'instant ne parvient pas à dire à son allié « stop ».